Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un concept qui, je l'avoue, m'était totalement inconnu avant qu'on prépare ça, le data game. Ah oui, c'est assez fascinant comme idée. L'idée en gros, c'est un jeu vidéo qui sert pas juste à s'amuser, mais qui est aussi un outil pour produire des données. C'est ça. Et pour nous guider, on a un article de recherche de Julien Alvarez qui date de 2018. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que c'est, comment ça marche, et puis de se demander si, au fond, une partie de nos loisirs, c'est pas une forme de travail un peu déguisé. Tout à fait. Pour qu'on visualise bien, est-ce qu'on aurait un exemple concret pour démarrer? Oui, et c'est un exemple que certains ont peut-être même connu. Il faut remonter un peu. Entre 2006 et 2011, Google avait lancé un petit jeu en ligne, le Google Image Labeler. Ah, ça me dit vaguement quelque chose. Le principe était tout simple. On était mis en duo avec un joueur anonyme, une image apparaissait, et chacun de son côté devait taper des mots-clés pour la décrire. D'accord. Et le but du jeu, c'était de trouver un mot-clé en commun le plus vite possible. Ça rapportait des points. Ça avait l'air d'être juste un petit passe-temps. Ah d'accord, un jeu de devinette en quelque sorte. Sauf que j'imagine qu'il y avait un loup. Exactement. Le loup, c'est que chaque mot validé, chaque partie jouée, ça servait en fait à alimenter et à affiner la base de données de Google Images. Donc on jouait, et en même temps on entraînait leur algorithme. Voilà, on faisait, sans même le savoir, un travail de qualification de données. C'est vraiment ça l'essence du data game. On travaillait gratuitement pour Google, quoi. C'est une façon assez directe de le dire. Bon, alors creusons un peu cette définition. Formellement, l'article positionne le data game comme une sous-catégorie de ce qu'on appelle les serious games. Les jeux sérieux, oui. C'est ça. Sa caractéristique vraiment unique, c'est cette connexion directe à une base de données. L'activité du joueur, ses actions, ses choix, tout ça sert à générer, collecter ou échanger des données qui vont nourrir cette base. Et je crois qu'il y a un autre exemple dans l'article qui est encore plus spectaculaire, un jeu qui s'appelle Foldit. Ah oui, Foldit, c'est vraiment le cas d'école. C'est un jeu qui a été lancé en 2008 par l'Université de Washington. D'accord. C'est un jeu de puzzle en 3 dimensions. Sauf qu'au lieu d'assembler des pièces, on doit plier des modèles de protéines. Plier des protéines, voix. Oui, c'est un vrai casse-tête de biochimie, mais déguisé en jeu. Honnêtement, j'ai essayé et en 20 minutes, j'avais l'impression que mon cerveau allait fondre. C'est hyper complexe. Mais alors, en quoi plier des protéines virtuelles, ça produit un truc utile? C'est là que ça devient génial. Les formes que les joueurs trouvent en manipulant ces protéines, ce sont des solutions potentielles à de vrais problèmes scientifiques. Ah oui. Les chercheurs analysent les meilleures solutions proposées par les joueurs parce qu'elles peuvent représenter des configurations de protéines qu'ils n'arrivent pas à modéliser eux-mêmes. Le jeu devient un outil de recherche fondamental. Attends, mais ça va complètement à l'encontre de l'idée que je me fais du jeu. Jouer, par définition, ça ne sert à rien, c'est ça qui est bien. C'est juste pour le plaisir. Oui, une activité stérile. Tu mets le doigt sur le cœur du paradoxe. Il y a un sociologue français, Roger Caillot, qui a défini le jeu par plusieurs critères. Et pour lui, un des plus importants, c'est que le jeu est improductif. Improductif. Je le cite, il ne doit créer ni bien, ni richesse, ni éléments nouveaux d'aucune sorte. Pour lui, à la fin d'une partie d'échecs, le monde est exactement dans le même état qu'au début. Et un jeu comme Foldit fait complètement voler son éclat. Totalement. C'est une contradiction frontale. Le but de Foldit est purement utilitaire. Et l'exemple le plus fou, qui est dans l'article, date de 2011. Raconte. La communauté scientifique butait depuis plus de 15 ans sur la structure d'une enzyme clé dans la recherche sur le sida. Ils ont soumis le problème aux joueurs de Foldit. Et alors? En 10 jours, les joueurs avaient résolu l'énigme. 10 jours. Mm. Contre 15 ans de recherche. 10 jours contre 15 ans. Le jeu a produit une connaissance scientifique nouvelle et d'une valeur inestimable. Le paradoxe est total. C'est incroyable comme résultat, mais ça me ramène à ma première réaction. C'est génial pour la science, pour la société, mais le joueur, il a gagné quoi là-dedans? À part la satisfaction d'avoir aidé, C'est ça. Le bénéfice est super indirect. Est-ce que le joueur est pas un peu le dindon de la farce dans ce système? c'est une question absolument centrale et c'est là que l'analyse de Julian Alvarez devient vraiment intéressante. Il explique qu'il n'y a pas un, mais 2 grands modèles de data games. Ah, Et la différence entre les deux, c'est justement la réponse à ta question. À qui profite la donnée? d'accord. Alors explorons ces deux modèles. Le premier, c'est celui qu'on vient de décrire. L'article l'appelle le data game unilatéral ou one-sided. Unilatéral, ok. Ici, les données circulent dans un seul sens. Du joueur vers la base de données de l'entrepreneur, celui qui a conçu le jeu, Google Image Labeler et Foldit. C'est ça. Le joueur donne, mais il ne reçoit rien en retour. Rien de direct en tout cas, qui soit issu de la valeur qu'il a produite. L'entrepreneur est le seul à en profiter concrètement. D'accord, ça c'est le modèle un peu cynique si on veut. Est-ce qu'il existe l'inverse?
des cas où le joueur profite directement des données qu'il génère. Absolument. Et c'est le deuxième modèle, le data game bilatéral ou two-sided. D'accord. Là, on crée une boucle de retour. L'échange se fait dans les deux sens et il y a une redistribution du bénéfice aux joueurs. Un des meilleurs exemples, c'est dans le domaine de la santé, avec les health games. Des jeux pour la rééducation, ce genre de choses. Exactement. L'article mentionne des jeux comme Xtorp ou Hammer and Planks, qui sont utilisés en rééducation physique ou cognitive, après un AVC par exemple. Et comment ça marche? Le patient joue et le jeu enregistre une foule de données. Sa précision, son temps de réaction, sa vitesse. Ces données sont transmises à l'équipe médicale. D'accord. Et c'est là que la boucle se referme. Les médecins analysent ces données et en retour, ils peuvent ajuster les paramètres du jeu. Ils vont augmenter la difficulté, changer les objectifs. Le jeu s'adapte en temps réel à la progression du patient. Ah oui, là je vois l'intérêt direct. C'est presque un coach personnel déguisé en jeu. La donnée que je produis sert à personnaliser et à améliorer mon traitement. C'est exactement ça. Et cette redistribution, elle n'est pas toujours supervisée par un humain. Elle peut être automatique. Comment ça? L'auteur prend un exemple que tout le monde connaît, Akinator. Ah oui, le génie du web. Voilà. À la fin de chaque partie, il nous demande « Ai-je vu juste ?» Ce simple oui ou non, c'est une microdonnée qu'on lui fournit. Et ça va enrichir sa base de données. Exactement. Et ça va affiner ses futurs raisonnements. Le jeu devient plus malin et donc plus amusant pour les joueurs suivants. C'est une forme de bénéfice collectif et automatique. Je vois la différence. Mais est-ce que c'est un bénéfice si tangible? Pour Akinator, le fait que le jeu devienne meilleur pour les autres, ce n'est pas vraiment un retour pour moi sur ma partie. C'est un bénéfice très diffus, non? C'est une excellente remarque. Le bénéfice est plus collectif qu'individuel et beaucoup moins direct que pour un jeu de rééducation. On touche là à toute la subtilité de ce modèle bilatéral. D'accord, le retour pour le joueur peut prendre plein de formes différentes. Mais le principe reste le même. La donnée n'est pas juste extraite, elle est réinjectée dans l'écosystème du jeu pour l'améliorer. C'est plus clair. Mais pour être sûr de bien délimiter le concept, est-ce que n'importe quel jeu qui utilise une grosse base de données est un data game? Non. Je pense à un grand jeu d'aventure où les dialogues des personnages sont stockés dans une base immense, par exemple. Non, et c'est un point de clarification hyper important que l'article soulève. Le critère non négociable, c'est que le jeu doit collecter des données venant du joueur pour alimenter sa propre base de données. Il faut que le joueur soit la source de la donnée. Précisément. Un jeu qui se contente de puiser dans une base existante n'en est pas un. L'auteur cite le cas de Pulse, un simulateur médical ultra poussé qui coûte une fortune. Ok. Il plonge l'étudiant en médecine dans des scénarios basés sur des milliers de cas cliniques. Mais à aucun moment, le jeu n'enregistre une solution innovante que l'étudiant pourrait proposer. Il n'y a pas de collecte, donc ce n'est pas un data game. La distinction est nette. Mais alors, si le concept est si puissant, avec des applications qui vont de la recherche sur le sida à la rééducation, pourquoi est-ce que je n'en ai quasiment jamais entendu parler? Pourquoi ce terme reste si confidentiel? C'est une des observations les plus étonnantes de l'article. Le phénomène est extrêmement rare. Ah bon? Au moment de l'écriture, en 2018, la principale base de données sur les jeux sérieux, Serious.gameclassification.com, recensait à peine une petite dizaine de data games. Une dizaine. Sur combien de jeux au total? Sur plus de 3300 titres analysés. C'est une goutte d'eau. Moins d'une douzième, c'est fou. Est-ce que c'est juste un problème de mots ou est-ce que c'est parce que c'est incroyablement difficile à concevoir un bon jeu qui produit aussi des données utiles? C'est un peu des deux. D'abord, il y a un vrai problème de terminologie. Le mot « data game » est un terme de chercheur très peu utilisé en dehors du monde académique. On utilise d'autres mots. Oui, on va plus souvent parler de serious game en général ou de dispositifs gamifiés. D'ailleurs, Foldit peut être décrit par ces trois termes. D'accord. Et ensuite, tu as raison, la conception est un vrai défi. Il faut créer une expérience qui soit à la fois amusante en tant que jeu et rigoureuse en tant qu'outil de collecte. C'est un équilibre très difficile à trouver. Et dans quel contexte est-ce que cet outil, aussi rare soit-il, trouve son application la plus naturelle? Le terrain de jeu principal du data game, c'est le crowdsourcing. L'appel à la foule. C'est ça, l'idée de faire appel aux internautes pour accomplir des tâches complexes qu'une petite équipe ne pourrait pas gérer. Wikipédia en est l'exemple le plus connu, ou des projets comme Zooniverse, où des milliers de volontaires aident les astronautes à classifier des galaxies. Et le data game là-dedans?
Eh ben, le data game, c'est l'interface de crowdsourcing parfaite. Il transforme une tâche qui pourrait être répétitive et ennuyeuse en une activité ludique et motivante. Mais si on demande à des milliers d'inconnus de faire un travail scientifique, comme dans Foldit, ça soulève un problème énorme. Oui. La confiance. Comment on peut être sûr que les données envoyées ne sont pas du grand n'importe quoi? Comment on sait si un joueur est un génie ou juste quelqu'un qui clique au hasard? Tu mets le doigt sur le défi central. Pour y répondre, les concepteurs s'appuient sur ce que l'article nomme des métriques ou des traces. Des traces. Ce sont toutes les variables qu'ils décident d'enregistrer sur l'activité du joueur, le temps passé sur un niveau, le nombre de clics, les stratégies essayées, le taux de réussite. Et l'objectif, c'est d'analyser ces traces pour dresser une sorte de profil du joueur et évaluer sa fiabilité. C'est l'idée du profilage, exactement. Le problème, c'est que se fier uniquement à ces métriques brutes peut être extrêmement trompeur. Hein? Une mauvaise interprétation est très vite arrivée. Il y a un cas d'étude fascinant dans ces recherches, c'est le jeu America's Army, un simulateur de recrutement pour l'armée américaine. Ok. Imaginons qu'on suive un joueur et que les métriques nous disent il tire très peu, son taux de réussite est exceptionnellement élevé et il prend beaucoup de temps entre chaque tir. Qu'est-ce que t'en déduis? Spontanément, je me dis que c'est le sniper parfait. Patient, précis, chirurgical. Un profil très intéressant pour l'armée. C'est l'hypothèse la plus évidente. Mais l'article nous met en garde. Ça pourrait tout aussi bien être plusieurs frères et sœurs qui jouent à tour de rôle sur le même compte, ce qui expliquerait les pauses. Ah oui, pas bête. Ça pourrait être un joueur solo qui est constamment interrompu par son téléphone. Ou, pire, ça pourrait être un tricheur qui utilise un logiciel d'aide à la visée. D'accord. Les métriques seules sont aveugles au contexte. Elles ne permettent pas de trancher. C'est un vrai problème. Quelle est la solution alors? Comment on fait pour avoir une image fiable? La seule solution, c'est de multiplier les sources de traces pour pouvoir les croiser. C'est-à-dire? En plus des clics et du temps de jeu, on peut imaginer ajouter des captures vidéo du visage du joueur pour analyser ses expressions, des enregistrements audio, des capteurs biométriques pour mesurer son rythme cardiaque, et compléter avec des questionnaires. On collecte encore plus de données, en fait. C'est ça. C'est seulement en croisant tout ça qu'on peut commencer à avoir une image fiable. Une seule source de données, c'est trop risqué. D'accord. Si on s'arrête une seconde, il y a quelques idées vraiment dérangeantes ou du moins contre-intuitives qui ressortent de tout ça. Oui. La première, pour moi, c'est que notre loisir, notre temps perdu sur un jeu, peut en fait être du travail non rémunéré et très concret pour une entreprise. C'est le premier grand point, oui. La deuxième idée forte, c'est cette distinction entre le jeu unilatéral... Et bilatéral. Voilà. C'est presque un choix moral pour un concepteur. Est-ce que j'extrais de la valeur pour mon seul profit ou est-ce que je conçois un système où le joueur en bénéficie aussi? La question est loin d'être anodine. Et enfin, il y a ce paradoxe. Pour que cet outil soit utile, via le crowdsourcing, il faut pouvoir faire confiance aux joueurs. Absolument. Et pour leur faire confiance, il faut les surveiller de très près, collecter encore plus de données sur eux, ce qui pose d'autres questions. Exactement. Et c'est là que l'article ouvre sur une dernière impasse. Imaginons un cours en ligne, un MOOC, suivi par 10 000 personnes, qui serait transformé en data game. D'accord. Si on commence à collecter des vidéos, des données biométriques, des questionnaires pour chacun de ces 10 000 étudiants, on se retrouve face à un mur de big data. Qui va analyser tout ça? C'est humainement ingérable. Alors comment on résout ce problème? Et c'est là que l'auteur nous laisse avec une idée complètement folle, une pensée finale qui est presque de la science-fiction. Pour résoudre ce problème d'analyse de milliers de profils, il suggère qu'il faudrait peut-être inventer un méta-data game. Un metadata game, c'est-à-dire qu'on utiliserait un deuxième jeu Oui, dont le but serait d'inviter une autre communauté, une communauté de modérateurs, à jouer pour interpréter les montagnes de données et profiler les contributeurs du premier jeu. C'est vertigineux. c'est une sorte de mise en abîme, tout à fait. On utiliserait un jeu pour résoudre le problème créé par un autre jeu. Mais comme tu le dis, ça ouvre une boîte de Pandore de nouvelles questions. Mais oui, qui sont ces modérateurs? Des experts payés, d'autres joueurs bénévoles, comment on s'assure de leur fiabilité à eux? C'est ça. Et surtout, si on leur demande de faire ce travail d'analyse, qu'est-ce qu'on leur donne en échange? On retombe sur la même question du bénéfice. C'est toute la question qui reste en suspens. Est-ce qu'on les paie? Ou est-ce qu'on imagine pour eux aussi un data game bilatéral? Hein? Peut-être que leur récompense pour avoir analysé les données des autres, ce serait d'avoir un accès à des fonctionnalités exclusives ou un statut spécial dans la communauté. On peut tout imaginer. On entre dans un cycle potentiellement infini où le travail et le jeu sont tellement imbriqués, l'un servant à évaluer l'autre,
qu'on ne sait plus vraiment où commence l'un et où finit l'autre. Ça laisse songeur.